occulte aussi sa chambre à coucher, si adorablement paysanne et semée comme d'une odeur à confire les blés qu'on voit frémir dans le paysage, au loin, derrière la fenêtre qui les cacherait. Paysanne aussi la couleur du vieil édredon, d'un rouge de moule, d'oursin, de crevette, de rouget du midi, d'un rouge de piment roussi. Et ce fut sûrement de la faute de Van Gogh si la couleur de l'édredon de son lit fut dans le réel si réussie. Et je ne vois pas quel est le tisseur qui aurait pu en transplanter l'inénarrable trempe, comme Van Gogh sut transborder du fond de son cerveau sur sa toile le rouge de cet inénarrable enduit. Et je ne sais pas combien de prêtres criminels rêvant dans la tête de leur soi-disant Saint-Esprit, l'or au creux, le bleu infini d'une verrière à leur gouge Marie, ont su isoler dans l'air, extraire des niches narquoises de l'air, ces couleurs à la bonne franquette qui sont tout un événement, où chaque coup de pinceau de Van Gogh sur la toile est pire qu'un événement. Une fois, ça donne une chambre proprette, mais d'un teint de baume ou d'arôme qu'aucun bénédictin ne sera plus retrouvé pour amener à point ses alcools de santé. Une autre fois, ça donne une simple meule par un énorme soleil écrasé. Cette chambre faisait penser au grand œuvre avec son mur blanc de perles claires, sur lequel une serviette de toilette rugueuse pend comme un vieux gris-gris paysan, inapprochable et réconfortant. Il y a de ces blancs de craie légers, qui sont pires que d'anciens supplices, et jamais comme dans cette toile le vieux scrupule opératoire du pauvre grand Van Gogh n'apparaît. Car c'est bien cela tout Van Gogh, l'unique scrupule de la touche sourdement et pathétiquement appliquée. La couleur roturière des choses, mais si juste, si amoureusement juste, qu'il n'y a pas de pierre précieuse qui puisse atteindre à sa rareté. Car Van Gogh aura bien été le plus vraiment peintre de tous les peintres, le seul qui n'ait pas voulu dépasser la peinture comme moyen strict de son œuvre et cadre strict de ses moyens. Et le seul qui, d'autre part absolument le seul, est absolument dépassé la peinture, l'acte inerte de représenter la nature pour, dans cette représentation exclusive de la nature, faire jaillir une force tournante, un élément arraché en plein cœur. Il a fait, sous la représentation, sourdre un air, et en elle enfermer un air, qui ne sont pas dans la nature, qui sont d'une nature et d'un air plus vrai que l'air et le nerf de la nature vraie. Je vois, à l'heure où j'écris ces lignes, le visage rouge sanglant du peintre venir à moi, dans une muraille de tournesols éventrés, dans un formidable embrasement d'escarbilles d'hyacinthes opaques et d'herbages de la pile azulie. Tout cela, au milieu d'un bombardement comme météoritique d'atomes qui se ferait voir grain à grain. Preuve que Van Gogh a pensé ses toiles comme un peintre, certes, et uniquement comme un peintre, mais qui serait, par le fait même, un formidable musicien. Organiste d'une tempête arrêtée et qui rit dans la nature limpide, pacifié entre deux tourmentes, mais qui, comme Van Gogh lui-même, cette nature, montre bien qu'elle est prête à lever le pied. On peut, après l'avoir vue, tourner le dos à n'importe quelle toile peinte, elle n'a rien à nous dire de plus. L'orageuse lumière de la peinture de Van Gogh commence ses récitations sombres à l'heure même où on a cessé de la voir. Rien que peintre, Van Gogh, et pas plus. Pas de philosophie, de mystique, de rite, de psychurgie ou de liturgie, pas d'histoire, de littérature ou de poésie, ces tournesols d'or bronzé sont peints. Ils sont peints comme des tournesols et rien de plus. Mais pour comprendre un tournesol en nature, il faut maintenant en revenir à Van Gogh. De même que pour comprendre un orage en nature, un ciel orageux, une plaine en nature, on ne pourra plus ne pas en revenir à Van Gogh.